Bonsoir, on va commencer peut-être par une petite présentation, le temps de faire venir un petit peu tout le monde. David, je vous laisse commencer. Je ne sais pas s'il marche. Ah si, ça marche, c'est parfait. Oui, bonjour à tous. Bienvenue à cet atelier. Je suis David Miseray, CNP Assurance. J'ai été directeur du projet FRPS au sein de CNP Assurance et j'en suis maintenant le président du conseil d'administration. Bonjour, Mathieu Gray, je suis senior manager chez Foresight et j'ai commencé à travailler sur les FRPS, sur une mission sur les FRPS il y a quelques temps. Donc j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Voilà. Pour ma part, je suis Joséphine Valentin, donc je suis senior manager aussi chez Foresight depuis 2 ans. J'interviens essentiellement sur des problématiques prévoyance santé, mais également sur des problématiques de retraite, et donc particulièrement sur les FRPS. Voilà. Donc nous allons commencer la présentation. Encore un petit mot d'introduction pour vous dire que nous sommes heureux avec Joséphine et Mathieu de pouvoir vous présenter cet atelier sur lequel nous avons eu plusieurs séances de travail. Pourquoi plusieurs séances de travail? C'est que le thème du congrès, c'est les durabilités au pluriel, enjeux singuliers et défis pluriels. Et donc nous, à travers ce prisme du FRPS, nous avons voulu voir comment finalement un FRPS peut répondre aux enjeux et aux défis de durabilité, mais dans un mode multidimensionnel, c'est-à-dire pas que sur un prisme de durabilité. Alors, pour arriver à notre conclusion, nous allons faire une petite introduction de contexte réglementaire et de marché, mais aussi un petit rappel historique qui permettra de voir pourquoi, au tout départ, les FRPS, enfin les ORPS, excusez-moi, parce qu'il n'y a pas que des FRPS, on pourrait y revenir, et ont été créés. Après la grosse vague des FRPS, des ORPS, excusez-moi, je suis formaté FRPS, mais on parle bien d'ORPS. C'est-à-dire, il y a aussi des mutuelles qui sont en RPS, et puis vous avez aussi des institutions qui sont en RPS. Et donc, après la vague des créations d'ORPS avec des transferts de portefeuille qui devaient être faits avant le 31 décembre 2022, nous avons voulu faire un mapping de comment il y a eu d'encours transférés, tant qualitativement que quantitativement, et puis déjà l'évolution des taux de couverture entre une année 2021 marquée par des taux bas et des plus-values latentes actions hautes, et une année 2022 où là les taux ont grimpé rapidement et des marchés financiers actions très perturbés. Il y aura un focus en troisième partie sur la gestion des risques dans le contexte réglementaire des ORPS. Et puis enfin, la prise en compte de la durabilité à travers les FRPS d'un point de vue le plus large possible. Alors, sur le contexte réglementaire et de marché. Alors déjà, faisons un peu d'historique. C'est que dans pas mal de produits... En fait, quand nous parlons de retraite professionnelle supplémentaire, si nous regardons le contexte français, la retraite professionnelle supplémentaire est le 3e étage facultatif, c'est-à-dire non obligatoire, qui vient finalement après le régime de base Sécu et le régime Agirc-Arrco, qui sont des régimes obligatoires. Et donc, ce qu'on voyait, c'est qu'en Europe, vous aviez des marchés où tout ce qui était retraite professionnelle supplémentaire était géré par des organismes d'assurance, et puis d'autres marchés où là, c'était plutôt la culture des fonds de pension, comme aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, qui à l'époque faisait partie de l'Union européenne, ou voire même, par exemple, l'Espagne. Et quand est intervenu, alors à tel point que les fonds de pension, qui peuvent avoir des liens de distribution, par exemple, avec des sociétés d'assurance, mais les fonds de pension, quoi qu'il en soit, ne sont jamais consolidés dans un bilan de société d'assurance. Et quand est intervenu avec
la directive Solvabilité 2, les acteurs qui n'étaient pas dans l'utilisation de marché des fonds de pension, notamment les acteurs français, ont constaté que, très clairement, il y avait un désavantage concurrentiel à faire de la retraite supplémentaire sous Solvabilité 2 par rapport à des fonds de pension. Donc, en Europe, il y a eu un groupe de parties prenantes, du lobbying, qui fait que nous avons abouti à la directive IORP 2, qui a permis justement l'introduction de ces véhicules dédiés à la retraite professionnelle supplémentaire et qui a été transposée chez nous, en France, par la loi Sapin 2. Et puis, après, nous avons eu quelques textes législatifs qui ont permis encore de donner en France plus d'intérêt au FRPS. Par exemple, la loi Pacte en 2019, qui étend le périmètre des ORPS à la gestion des retraites individuelles. Si ça n'avait pas été le cas, par exemple, tous les périns n'auraient pas pu être mis dans un FRPS. Et cette loi Pacte avait institué aussi l'obligation du cantonnement des actifs retraite avec, bien évidemment, de promouvoir les ORPS, sachant que le FRPS, d'une certaine manière, au sens global de l'entité juridique, c'est déjà un cantonnement. La loi ASAP, votée en décembre 2020, a complété ce dispositif en permettant, alors par contre, en permettant de lever l'obligation de cantonnement ou de comptabilité auxiliaire d'affectation des PER au sein d'un FRPS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous lancez ou si vous avez un PER au sein d'une structure d'assurance régie par Solvabilité 2, vous êtes obligé de cantonner dans une comptabilité auxiliaire d'affectation votre PER, ce qui n'est pas le cas dans un FRPS, ce qui veut dire que dans un FRPS, vous pouvez finalement, en mixant plusieurs types de produits, alors, sauf les L441 et les PERP qui restent avec leurs caractéristiques de comptabilité auxiliaire d'affectation, même dans un ORPS, en dehors de ces produits-là, vous pouvez d'une certaine manière faire un portefeuille mixé et bien mutualisé d'un point de vue financier et de passif. Et cette loi ASAP aussi a permis de lever la contrainte de réassurance des PER qui existait auparavant à travers la loi Pacte. Donc, en fait, entre la directive IORP 2 et le législateur français, d'une certaine manière, tout a été fait pour que l'ORPS soit le plus séduisant possible et qu'il présente toutes les caractéristiques pour pouvoir gérer de la retraite, activité de long terme par excellence, de manière beaucoup plus adéquate et favorable par rapport à Solvabilité 2. Alors, quelles sont les principales caractéristiques d'un ORPS ? Un ORPS, ça reste quand même un organisme d'assurance. De ce fait, il est placé sous la régulation de la CPR. Et il ne peut que recueillir, que gérer des passifs de retraite professionnelle supplémentaires. Et pour savoir quels sont ces passifs qui peuvent aller dans un ORPS, c'est-à-dire les contrats, il y a des critères d'éligibilité relativement stricts et qui permettent de déterminer les produits éligibles des produits non éligibles. Vous avez la liste là, je ne vais pas vous la décrire. Après, un petit retour d'expérience. Par exemple, chez CNP Assurance, nous avons, là où nous avons fait, par exemple, beaucoup de ménages, c'est qu'il y avait des produits qui étaient classés en retraite, sans doute comme chez nos concurrents, parce qu'ils étaient vendus dans une optique retraite, mais au final, leurs caractéristiques ne répondaient pas aux critères d'éligibilité, et notamment, c'était des produits qui pouvaient présenter des facultés de rachat à tout moment, auquel cas, nous ne sommes pas dans une logique de retraite professionnelle supplémentaire. Donc, il dispose, ces ORPS, d'un cantonnement propre et flexible pour les PER, j'en ai parlé juste avant.
Il y a juste les L441 et les PERP qui doivent garder leur comptabilité auxiliaire d'affectation dans un ORPS, ce qui facilite la constitution de portefeuilles mutualisés d'un point de vue financier en optimisant la gestion actif-passif pour ce type d'engagement long terme que sont les contrats retraite. Permettant d'investir plus sans coût de capital en actifs de diversification, plus rémunérateur pour le long terme. On le verra, mais il y a un pilier 1, comme en Solva 2, mais c'est les règles Solva 1, ce qui veut dire que vous pouvez investir tout ce que vous voulez dans un FRPS. D'un point de vue investissement, ça ne vous coûte pas plus en capital. Ce qui n'est pas le cas en Solvabilité 2, puisque vous avez le SCR de marché. Donc, ce qui veut dire que ça permet d'aller chercher des actifs plus longs, des actifs plus rémunérateurs parce que plus risqués, des actifs de diversification, sans que, en termes d'exigence de marge de solvabilité, c'est un quelconque effet. Donc, ça permet d'aller chercher tous ces actifs afin de mieux matcher les durations de passifs, de mieux assurer du rendement sur le long terme pour justement avoir des contrats compétitifs et aussi pouvoir faire en sorte que les rentes services puissent garder un bon pouvoir d'achat finalement. Et on sait combien c'est important en cette période d'inflation. Permettant de lever la restriction de réassurer des PER. Je le redis, si les PER étaient dans une société d'assurance ou un organisme d'assurance Solvabilité 2, eh bien, vous avez cette restriction-là. Puis, comme je l'ai dit également, c'est que vos PER, s'ils ne sont pas dans un ERPS, vous devez les cantonner. Et des fois, ça peut donner lieu à des tout petits portefeuilles. Et on sait que plus les portefeuilles sont petits, plus c'est difficile de faire une gestion financière solide et qui mutualise tous les contrats. Bénéficiant d'une réglementation prudentielle solvabilité 1 en termes de métriques, alors on va en reparler juste après, mais c'est surtout pour le pilier 1, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de SCR, on parle maintenant d'exigence de marge de solvabilité qui est calquée sur les règles de l'État C6 à l'époque quand nous étions dans un contexte de solvabilité 1. Et donc... par contre, nous verrons, on dit très, très rapidement, généralement dans le jargon, que maintenant les FRPS sont en solvabilité 1, mais on voit qu'en termes de gouvernance, pilotage des risques et de reporting communication, on retrouve quand même toutes les caractéristiques, alors non quantitatives, mais en tous les cas qualitatives, pour de solvabilité 2. Et enfin, il y avait quand même un point très important, c'est-à-dire que les principaux acteurs, alors soit des gros acteurs qui sont diversifiés, soit des acteurs monoline en retraite, eh bien, il fallait absolument, d'une certaine manière, qu'ils puissent faire ces transferts de portefeuille avant le 31/12/2022, parce que sinon, ils n'auraient pas pu transférer tous leurs encours retraite qui étaient jusqu'à présent en solvabilité 2 pour les mettre dans un ERPS avec tous les avantages qui vont avec. Donc il y avait une certaine course finalement en termes de projet à faire ces ORPS et ça s'est accéléré, on l'a bien vu en 2022 pour pouvoir faire des transferts. Alors aujourd'hui, vous pouvez créer des ORPS, mais vous débutez from scratch, c'est-à-dire que vous lancez un produit dans votre RPS, mais vous n'avez quasiment pas d'encours. Et donc, le temps que ça se voit en termes de solvabilité, en termes d'avantages de solvabilité, d'économie de fonds propres, il faut que les accumulations d'encours se fassent. Et tandis que quand vous le faites par transfert de portefeuille, à l'instant T égale 0, vous voyez tout de suite le gain que vous pouvez faire en solvabilité et en économie de capital. Le cadre prudentiel, c'est celui-ci. J'ai déjà commencé à en parler, donc je vais essayer d'aller très vite pour pas trop manger de temps à mes petits camarades. Donc, il y a un pilier 1, comme en solvabilité 2. Donc là, on ne parle plus de SCR, on parle d'exigence de marge de solvabilité. C'est l'état C6 que nous connaissions
sous solvabilité 1, avant solvabilité 2 qui a été introduit le 1er janvier 2016 en application. Donc vous retrouvez le 4% des PM euros, le 1% des PMUC, et puis une formule un peu plus compliquée sur les 441 qui mixe des comparatifs entre PSC et PMT, plus des capitaux sous risque. Alors, vous avez une limite. Alors, si on revient dans solvabilité 1, on retrouve par contre la limite de prise en compte de la réassurance qui n'est reconnue qu'à hauteur de 15%. Et j'ai presque envie de vous dire, c'est le principal désavantage qu'on peut retrouver dans un FRPS, c'est cette non-reconnaissance intégrale, et loin de là, de la réassurance. Et donc, pour certains portefeuilles, ça peut jouer. Vous avez, alors, pour couvrir cette EMS, eh bien évidemment, vous avez les fonds propres durs, et puis vous avez aussi les plus-values latentes, non seulement celles des fonds propres à 100% dès lors que nous respectons le min de PB à l'échelle de l'organisme, mais aussi les plus-values des portefeuilles assurés, à hauteur de 50% de l'EMS de chacun de ces portefeuilles assurés, auxquels vous pouvez ajouter 15% de ces plus-values latentes dès lors que vous respectez le droit des assurés. En clair, vous respectez la clause de PB et c'est en fonction de la réalité économique de la production financière du portefeuille et de ce que nous donnons aux assurés ou pas. Voilà. Et enfin, des tests de résistance qui sont peu ou prou des scénarios donnés par la CPR qui sont plus théoriques qu'autre chose parce que ce n'est pas des scénarios, on va dire, très agressifs, pas très choqués. Et surtout, c'est qu'ils ont une vision quasi run-off, ce qui fait que ce n'est pas avec des tests de résistance que nous voyons bien si un FRPS tient le choc. Pilier 2, pareil, on retrouve toutes les règles du système de gouvernance, on retrouve notamment l'ORSA, mais nous pouvons le calculer avec des métriques S1. Bon, je pense que tout le marché a dû faire pareil. Je ne pense pas qu'il y ait des acteurs qui aient pris un FRPS et ont calculé un ORSA avec des métriques S2. Voilà. Et puis les règles d'investissement. Alors, en S2, vous n'avez pas de limite, vous n'avez pas de règles sur les règles de dispersion, le risque de concentration. Par contre, quand vous revenez finalement en S1, ce qui est un peu le cas quand même du FRPS, on voit bien avec le pilier 1, eh bien vous retrouvez des limites d'investissement, alors qui sont à peine plus souples que celles que nous connaissions auparavant sur solvabilité 1, mais nous retrouvons ces règles-là, donc il s'agit bien de les respecter. Et enfin, le pilier 3, donc reporting réglementaire et information au public, vous retrouvez alors, les deux documents majeurs, ou en tous les cas les plus visibles, c'est le SFCR, document public, et le rapport au régulateur, le RSCR, et ce, dès la première année. Et puis, vous avez tous les États qui peuvent exister, les ENS, et que ce soit pour la Banque Centrale Européenne ou la CPR. Donc, ce qui fait doubler le travail, mais les équipes risques chez nous, comptabilité et actuariat, très clairement, sont très mobilisées, mais c'est des États qu'ils connaissent et c'est quand même plutôt, entre guillemets, facile, même si jamais rien n'est simple en matière d'assurance, de pouvoir, d'une certaine manière, remplir ces états-là. Mais il y en a à peu près entre 70 et 80, donc vous voyez bien qu'il y a quand même beaucoup, on va dire, pas que de l'administratif, mais on peut l'assimiler à de l'administratif. Voilà. Et maintenant, je passe la parole à Joséphine. Donc avant de continuer, on voulait aussi resituer un petit peu les ORPS en quelques chiffres. Il faut savoir qu'à fin 2022, l'assurance vie pesait 1885 milliards d'euros d'encours. Là-dessus, l'épargne retraite représentait 280 milliards. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'épargne retraite, il n'y a pas que de l'assurance. Il y a aussi l'épargne retraite gérée par les gestionnaires d'actifs, l'épargne salariale par exemple. Donc du coup, qui pèse à peu près dans l'épargne salariale 150 milliards d'euros à fin 2022.
Donc, sur cet encours-là, les FRPS représentent, à fin 2022, 126 milliards d'euros. Pour un peu illustrer, donc c'est pas visible sur ce graphique, mais la dynamique des FRPS, il faut savoir qu'à l'origine, en 2019, il y avait 5 FRPS à la création. En 2021, on arrivait à 10 FRPS avec un encours de 48 milliards. Et fin 2022, on a une vingtaine d'ORPS. Excusez-moi, moi aussi, ma langue fourche. Mais on a une vingtaine d'ORPS qui représentent aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, 126 milliards d'euros. Donc, voilà, c'est quand même assez important en termes de dynamique. Pour resituer aussi de façon plus générale les ORPS français sur le marché européen, ce qu'il faut savoir, c'est que les ORPS en France, enfin en tout cas français, sont encore un marché très jeune, puisque sur le plan européen, ils représentent 1% du marché. Le marché étant détenu en Europe par les Néerlandais, qui représentent à eux seuls 60% des fonds de pension, et les numéros 2 étant les Allemands avec 10%. Donc déjà, le gap entre les premiers et les deuxièmes sont assez importants. La France, tout juste 1%. Alors, c'est tout simplement aussi lié, si vous voulez, d'abord cette jeunesse du marché, mais c'est aussi lié au fait que 95% des cotisations destinées à la retraite vont sur quand même les régimes obligatoires. Donc, et ça aussi, c'est ce qui explique aussi que le marché français est pour l'instant encore très timide par rapport à nos voisins européens. Juste aussi pour vous, parce qu'on avait parlé de la loi Pacte, qui a quand même dynamisé finalement le développement des ORPS. La loi Pacte, donc, qui a encouragé les développements des plans épargne retraite. On arrive à fin 2022 à 80 milliards d'encours sur les plans épargne retraite, donc 49, on parlait des PERIN, des PER individuels, c'est à eux seuls, en fin 2022, les PER individuels, c'est quand même 49 milliards. Donc, ce qui veut dire quand même qu'il y a eu un fort engouement aussi vers ces investissements. Alors, je vais descendre. Alors, voilà. En termes de concentration, en fait, 4 acteurs à eux seuls représentent 60% du marché des ORPS. Donc ça, pour l'instant, ça reste encore un marché très concentré. Ce qui nous a paru important de mettre en avant ici, c'est la répartition euro-UC des ORPS. Aujourd'hui, on a sur les ORPS 14% d'UC. Pour comparer à l'assurance vie est à 38%. Alors, ce qui peut expliquer aussi le fort poids de l'euro, c'est que évidemment, on est là dans les fonds de retraite, et comme il y a eu beaucoup de transferts en fait de portefeuille, là, on a quand même des fonds de rente qui sont assez importants et qui vont finalement augmenter, en tout cas expliquer ce fort poids de l'euro. Alors, on peut imaginer qu'avec finalement la loi Pacte, l'effet de la loi Pacte dans un proche avenir fera peut-être diminuer un petit peu la part de l'euro dans les FRPS à 2 titres. Premier titre, il y a beaucoup plus de possibilités de sortie en capital, donc dans les PER, et donc forcément une part de rente qui va diminuer. Donc, voilà. Et deuxièmement, c'est un petit peu l'objectif de la loi Pacte. La loi Pacte va encourager l'investissement sur de la gestion pilotée, et donc encourager l'augmentation des investissements sur de l'UC. Donc on peut penser que dans quelques années, on aura une part euro qui va être un petit peu en tout cas moins importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Un dernier, il nous a paru intéressant de faire un zoom sur les régimes en points, les régimes L441 ou branche 26, qui pèsent aujourd'hui, alors c'est une estimation parce que on n'avait pas, en regardant c'est pas en lecture directe dans tous les SFCR, ils représentent aujourd'hui à peu près 26% des ORPS. Alors pourquoi ils nous paraissent intéressants ? Parce que, en fait, le calcul de la provision mathématique de ces contrats-là, elle est très particulière. Autant sur les autres contrats, vous avez un calcul de provision mathématique en euros, on va pas s'élucer, mais en tout cas, les provisions mathématiques en euros vont être calculées en fonction d'un taux fixe qui va être le taux ou de souscription ou le taux lors de la liquidation d'une rente. Donc, il va être un taux fixe.
Mais sur les régimes en points, vous aurez chaque année le calcul de la PMT qui va être calculé en fonction de la courbe des taux au moment de l'inventaire. Donc ça veut dire que finalement, vous allez avoir sur ces régimes en points une variation, en tout cas une variation de la PMT qui va être différente, de la provision mathématique qui va être différente que sur les autres contrats et qui va avoir un impact sur la solvabilité. Et d'ailleurs, je vais vous laisser, Mathieu, vous détailler cet impact-là. Alors, quand on a regardé un petit peu le contenu des SFCR, des différents ORPS, une des choses qu'on a voulu regarder, c'est quel était l'état de la solvabilité de ces différents organismes. Et ce qu'on a pu constater, alors, c'est que finalement, alors on a fait un graphique en mettant la solvabilité en ordonnée et puis la taille des encours en abscisse. Et ce qu'on a vu, même s'il y a quelques exceptions, c'est qu'on avait en fait deux groupes. Le groupe des petits organismes, plutôt des petits organismes qui avaient plutôt en moyenne une très bonne solvabilité, enfin une solvabilité très élevée. Et puis les organismes de taille plus importante, avec des encours supérieurs à 5 milliards, qui avaient une solvabilité comprise entre 100%, enfin 106 je crois pour le plus bas, et 200%. Et bon, il y a deux exceptions dans les petits et deux exceptions dans les gros, mais quand même, bon, alors on s'est posé la question, on n'a pas forcément d'explication totalement complète sur le sujet, mais ce qu'on constate, c'est que les gros organismes sont souvent des organismes qui sont issus de carve-out, où il y a eu vraiment le choix de les doter en fonds propres par le groupe, alors que les plus petits organismes sont plus souvent, des organismes qui viennent, qui au départ, qui ont simplement changé de régime prudentiel, mais qui n'ont pas été construits en quelque sorte du fait de la réglementation au RPS. Ce qui nous a intéressé de regarder aussi, c'est finalement l'évolution, parce qu'on a vécu en 2022 un vrai stress test, sur la hausse des taux, de regarder un petit peu comment avait évolué la solvabilité des organismes qui étaient présents en 2021 et en 2022. Et bon, c'est assez intéressant, bien sûr, ça va, c'est un peu dans la ligne de ce qu'ont dit David et Joséphine. C'est que finalement, ce qu'on voit, c'est que il y a finalement deux amortisseurs à la baisse de la solvabilité, enfin la baisse de la solvabilité qui est liée à la hausse des taux et à la baisse des plus-values latentes, pardon. C'est d'une part le fait que quand vous êtes un FRPS, vous avez trois organismes qui sont des L441 plutôt, excusez-moi, qu'on voit ici. Eh bien, ces organismes-là, qui devaient être probablement un peu sous-adossés en duration, eh bien, ils n'ont pas du tout, leur solvabilité n'a pas du tout pâti de la hausse des taux. Au contraire, elle s'est un petit peu améliorée entre 2021 et 2022. Et puis, on peut voir un organisme au milieu, là. Oui, c'est ça, celui-là. Qui, en fait, a une solvabilité qui a baissé, mais qui a beaucoup moins baissé. Et cet organisme-là, il a une particularité, c'est qu'il est fortement exposé sur les unités de compte. Et donc, ce qu'on peut voir finalement, si on peut tirer un enseignement de ce stress test, eh bien, c'est que, ça n'étonne, c'est pas très étonnant, mais les deux moyens de se protéger contre la baisse des plus-values latentes, eh bien, c'est d'une part d'avoir des régimes en points L441, et puis d'autre part, évidemment, comme toujours, le fait d'avoir une exposition forte en unité de compte. Ça pour introduire la question de la gestion des risques dans le contexte au RPS. Alors, en parlant de la gestion des risques, on n'est pas hors sujet par rapport à la question de la durabilité, puisque dans la réglementation, la question de la durabilité, elle est introduite finalement par deux moyens. Hein. C'est essentiellement la gestion des risques. Elle va intervenir dans le cadre on va demander qu'elle soit prise en compte dans la gestion des risques, le risque de durabilité, et puis bien sûr au travers des placements. Et donc ça nous paraissait intéressant dans le cadre de cette présentation de présenter aussi la question de la gestion des risques et notamment ce qui change et ce qu'on peut comparer avec le contexte Solvabilité 2 concernant la gestion des risques des ORPS.
Alors, la première chose qu'on voulait comparer un petit peu, c'est donc voilà, prendre plusieurs points de comparaison avec Solvabilité 2 et le régime Solvabilité 2. Alors, la première chose, comme l'a dit David, hein, c'est qu'effectivement, on va avoir, dans le cadre des ORPS, finalement, une absence de pénalisation des actifs volatiles comme les actions, et peut-être avec la révision de la directive IORP aussi, c'est beaucoup plus de liberté pour investir dans des actifs qui sont non cotés. Donc ça, mais ça c'est plutôt le futur. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement l'assureur, enfin plutôt le gérant de l'ORPS va pouvoir avoir une plus grande capacité à gérer à avoir une exposition forte sur des placements longs qui vont être plus rémunérateurs, protecteurs effectivement contre l'inflation. Et cette liberté-là n'est pas aussi forte, bien sûr, sur Solvabilité 2, où tout se paye. Ceci étant, le contexte de risque est lui aussi différent, puisqu'il n'y a pas, comme pour les contrats d'épargne, ce risque de rachat massif qu'on va pouvoir avoir. Et donc, quelque part, sans dire que l'ORPS est indifférent à la valeur de ces investissements, ce qu'on peut dire, c'est qu'une volatilité de ces investissements ne présente pas du tout les mêmes risques que si les contrats sont rachetables, évidemment. Autre point qui nous a semblé important de préciser hein, concernant les ORPS et leur contexte réglementaire, eh bien, c'est que du fait de la simplicité du régime et du calcul de l'exigence de marge de solvabilité, eh bien, il est possible ou beaucoup plus facile de faire des simulations en ALM et notamment des simulations stochastiques. Alors que dans Solvabilité 2, on est dans une obligation de faire du stochastique dans le stochastique, puisque le calcul du SCR est lui-même le résultat d'un calcul stochastique. Donc c'est beaucoup plus compliqué de faire une étude ALM sous Solvabilité 2. D'autre part, comme le régime est plus simple, plus frustre quelque part, on peut s'attendre à ce que les règles prudentielles soient plus stables dans le temps et moins, enfin, il y aura moins de paramètres qui vont être révisés, etc. Ça, c'est une évidence. Et puis, bien sûr, là aussi, concernant les assurés, on peut s'attendre à un comportement beaucoup plus stable. Voilà. L'ORSA, je ne vais pas en parler maintenant, je vais y revenir après, mais c'est vrai que l'ORSA, c'est un sujet très intéressant et où il y a beaucoup de choses qui vont être à construire. Puis le risque de liquidité, évidemment, qui est totalement différent pour les ORPS, moins exposés à ce risque que les organismes qui font de l'épargne. Alors, on en a parlé précédemment. On peut dire que les ORPS ont été vraiment baptisés avec un stress test terrible de hausse des taux. Ce qu'on a pu constater quand on compare l'impact que ça a eu sur la solvabilité, l'impact a été très très fort, hein, puisque sur les ORPS en moyenne, hein, puisque les taux de solvabilité ont baissé en moyenne de 233 points, alors que ils étaient très très élevés au départ en 2021 pour les organismes qui existaient déjà. Alors que dans le cadre de Solvabilité 2, la baisse a été beaucoup plus faible, en moyenne importante, mais faible quand même, elle a été de 13%. Et donc, ce qu'on peut voir, enfin, sans s'attarder trop sur Solvabilité 2, c'est que on a constaté donc une baisse des fonds propres qui est liée aux baisses des plus-values et aussi pour les organismes qui font l'assurance vie, le recours fort à la PPE, puisqu'il a fallu soutenir les taux qui ont été servis aux assurés. Donc tout ça fait baisser les fonds propres. La hausse de la marge pour risque, la hausse du SCR et la baisse des BE. Pour les ORPS, la situation elle est beaucoup plus simple. C'est vraiment ce qui va driver la solvabilité, ou la hausse ou la baisse de la solvabilité. C'est pour les organismes qui ne fonctionnent pas en L441 ou en UC, eh bien c'est tout simplement la baisse des plus-values latentes. Et pour ceux qui ont des L441 et des UC, évidemment une compensation, voire plus qu'une compensation dans le cas de certains L441 de ce phénomène. Voilà. Par contre,
le risque, si la solvabilité a beaucoup bougé, le risque, nous considérons qu'il est beaucoup moins important pour les ORPS, évidemment, étant donné que les assurés n'ont pas la faculté de racheter. Alors, voilà, le sujet aussi sur lequel on voulait s'attarder, c'est parce qu'il introduit aussi dans la gestion des risques la question de la durabilité, c'est l'ORSA. Alors, ce qui est intéressant dans l'ORSA, c'est que l'ORSA, tel qu'il apparaît dans la directive IORP 2, eh bien, c'est pas du tout le même qu'on va avoir dans le code des assurances, finalement. L'ORSA des ORPS a été très, très richement transposé, puisque on va retrouver les 3 évaluations de l'ORSA de solvabilité 2 qui ne sont pas dans la directive IORP 2. Et donc l'obligation de construire un besoin global de solvabilité, là c'est en soi un sujet pour la plupart des acteurs, parce que dans solvabilité 2, la plupart des acteurs construisent leur besoin global de solvabilité autour de la notion de SCR, notion qui n'existe plus pour les ORPS. Donc voilà, ça c'est une première chose. Le respect permanent, donc ça c'est plutôt les stress tests. Il n'y a pas tellement de difficultés avec cette évaluation-là. On va faire des stress tests même plus facilement, à la limite, avec des ORPS. Et par contre, la 3e évaluation est un petit peu mystérieuse. Enfin, on peut sans doute la travailler et en faire quelque chose. Mais dans Solvabilité 2, on se rappelle qu'il s'agissait de comparer l'écart entre le profil de risque, enfin les risques, quoi, et le SCR. Là, on va comparer l'écart entre le profil de risque et puis une exigence qui va être grosso modo 4% des PM. Donc, c'est une comparaison qui est un peu difficile à faire. Voilà. Par ailleurs, 8 nouvelles exigences, enfin les 8 exigences qui viennent effectivement de la directive IORP 2 et qui sont présentées dans le code des assurances, un petit peu comme dans la directive, c'est-à-dire dans un ordre qui est pas justement qui est un vrai désordre, l'une après les autres. Il y a certaines exigences qui vont être très très générales et qui vont être très larges, et puis d'autres qui vont être vraiment sur un point de détail. Voilà, donc si vraiment la première chose moi que je vois en lisant les textes, c'est que ce rapport ORSA des ORPS, eh bien, il va falloir vraiment réfléchir à sa construction, à son plan, et aussi comment on va éventuellement ordonner les différentes évaluations les unes par rapport aux autres. Mais en tout cas, bon, comme je l'ai dit, on a affaire à une transposition qui est vraiment maximaliste. Au départ, dans la directive IORP, il est juste question d'une évaluation interne des risques, qui est devenue une évaluation interne des risques et de la solvabilité, sur le modèle de solvabilité 2. Dans la directive IORP, la périodicité de cette évaluation, c'est tous les 3 ans. Dans la transposition française, c'est tous les ans, etc., etc. Donc, en fait, le sujet ORSA des ORPS, c'est un très beau sujet, c'est un très beau défi. Et il y a beaucoup de choses. Le point important aussi, c'est là, les ORPS sont un peu en avance de phase par rapport à Solvabilité 2, c'est qu'on commence à introduire dans l'ORSA la nécessité de traiter de la durabilité. Il y a une des évaluations qui tourne autour des placements, sur la prise en compte de la durabilité dans les décisions de placement. Donc là, c'est une nouveauté, c'est quelque chose qu'on va sans doute retrouver avec la réforme de Solvabilité 2, mais les ORPS sont sur ce sujet-là un peu en avance de phase. Pardon. Voilà. Bon, on va aller assez vite. On a voulu simuler finalement l'impact, en tout cas de la différence entre, j'allais dire, la vision S2 et la vision FRPS, en tout cas ORPS, sur un portefeuille totalement fictif. On a pris un exemple très simple. Un portefeuille, en fait, dont principalement constitué de plans épargne retraite, souscrit après loi Pacte, donc avec
partie finalement UC plus importante, puisqu'on n'a pas de rente, de fonds de rente, et finalement en sortie, beaucoup plus de sorties en capital. Donc là, c'est vraiment un portefeuille très, très simple. Et on a voulu comparer finalement dans ce portefeuille-là l'exigence de marge Vision ORPS et par rapport à l'exigence, enfin en tout cas au SCR Vision S2. Et on voit que sur ce portefeuille-là, on a presque, j'allais dire, un rapport du simple au double entre l'exigence de marge sur les ORPS, et que finalement, ça reste assez stable en fait en période de hausse des taux. Ça, c'est en termes d'exigence de marge. Pour un niveau de fonds propres équivalent, on voit finalement que sur les ORPS, le taux de couverture est bien plus élevé, donc on a beaucoup plus de marge de manœuvre. Et sur la Vision S2, avec le même niveau de fonds propres, on a un taux de couverture beaucoup plus bas. Et finalement, dans les deux cas, il y a une baisse on voit là une diminution du taux de couverture par une baisse des fonds propres liée à aux moins-values latentes avec la hausse des taux en 2022. Une baisse, mais qui reste toutefois en faveur quand même des ORPS. On a fait d'autres simulations, et dans d'autres simulations, donc peut-être avec un peu plus d'encours euros, etc., il y a moins d'écart, mais pour l'instant, en tout cas dans les simulations qu'on a faites, ça reste quand même un peu plus favorable aux ORPS qu'en S2. Donc je passe vite parce que le temps passe. Voilà. Donc tout ça pour illustrer que finalement, tous les propos qui ont été dits jusqu'à maintenant, c'est une vraie opportunité, en tout cas pour liberté, pour aller sur des investissements. Alors dans tout ça, finalement, où est la durabilité ? Quel est le lien avec la durabilité ? Dans un premier temps, la durabilité, elle est dans la réglementation. Alors, on va aller vite, et je vais peut-être laisser Mathieu vous présenter un petit peu ce que dit, en tout cas, la réglementation en termes de durabilité. Oui. Alors, concernant la durabilité dans la réglementation, indépendamment du fait, ce qui est rappelé ici, c'est que les ORPS sont soumis au règlement SFDR, donc comme les organismes d'assurance. Donc ça, c'est pas vraiment une particularité. Ce qu'on voit, c'est que finalement, et c'est quelque chose qu'on voit dans la directive IORP 2, mais qu'on va sans doute voir aussi dans la réforme de solvabilité 2, c'est que finalement, les angles d'attaque pour parler de la durabilité dans la réglementation, c'est la gestion des risques, donc vu précédemment, souvent l'ORSA, les placements, bien sûr, un sujet sur lequel les IOPA et la Commission réfléchissent, c'est d'introduire ça dans le pilier 1, mais c'est pas évident pour le pilier 1 des ORPS parce qu'il est complètement forfaitaire, et c'est pas non plus si évident de le faire non plus pour solvabilité 2. Et de plus en plus, le rôle des assurés, c'est-à-dire qu'en gros, la durabilité, elle va intervenir aussi dans l'information qu'on va donner aux assurés et la prise en compte des préférences des assurés. Alors, ce qu'on voit, c'est que dans la directive IORP et donc dans sa transposition française, la durabilité, finalement, elle intervient dans la gestion des placements, dans la gouvernance des placements, comme je l'ai dit, la gestion des risques, et un petit peu, ça commence sur la question de l'information donnée aux assurés. Ce mouvement, évidemment, il prend de l'ampleur. Hein, la durabilité, on commence à introduire ça, mais avec la révision de la directive IORP, ça va prendre beaucoup plus d'importance. Dans les sujets qui sont sur la table, il y a le fait de faciliter les investissements dans des infrastructures à faible émission, ce qui veut dire des investissements qui sont bien souvent des investissements non cotés, qui ne sont pas sur des marchés réglementés. Donc ouvrir un petit peu plus la possibilité d'investir sur des investissements non cotés. Et de plus en plus, la prise en compte de l'avis des assurés sur la durabilité et l'information des assurés sur la durabilité. C'est l'information dans les relevés de droit, la prise en compte. Et puis, concernant la gestion des risques, le sujet qui est aussi sur la table, c'est l'évaluation de la double matérialité des investissements, c'est-à-dire à la fois
le risque que l'assureur, enfin l'ORPS court, et d'autre part le fait que le risque que ces investissements font courir à la planète. Comme pour la directive Solvabilité 2, le sujet qui est aussi sur la table, c'est le fait de prévoir des scénarios climatiques dans les rapports ORSA. Et autre sujet, mais qui est pas tellement sur la question climatique, mais plus sur la diversité, d'inclure des critères de prise en compte de la diversité dans le recrutement de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle. Voilà pour la réglementation. Alors du coup, la réflexion qu'on s'est faite, c'est de dire, est-ce que la durabilité, finalement, c'est qu'une question de réglementation et de calcul ? Et en fait, on pense que non. et pour cela, revenons, si vous voulez bien, à une définition qui nous a paru intéressante, en tout cas de la durabilité, donc, qui est d'une personne qui était ministre en Norvège. Donc, la définition de cette durabilité, c'est un développement permettant de répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs dans une perspective d'équité. Et en fait, quand on réfléchit un petit peu sur cette définition, on peut se dire que finalement, dans ce qui a été mis en place, ça répond en fait à cette définition d'équité. La notion d'équité, elle est présente dès le début dans le dossier d'agrément, surtout en cas de transfert, parce que déjà dans le dossier, il y a le rapport d'équité pour le détourage des actifs, par exemple. Là, on a la notion d'équité qui est déjà présente et qui va marquer un petit peu finalement tout le parcours, en tout cas, enfin, tous les objectifs de la retraite. Deuxième point, on peut aller sur des placements qui vont être plus adaptés à la retraite. On va avoir une gestion active-passive qui va être moins, alors, entre guillemets, polluée par des problématiques de rachat, et donc qui vont nous permettre d'avoir des investissements plus stables sur le long terme. Et en ce sens, en tout cas, ça nous paraît répondre à un vrai besoin adapté. Et en tout cas, si on compare par rapport à la répartition, et l'idée là, les propos n'étant pas d'opposer la répartition et la capitalisation, hein, ce n'était pas le but, mais c'est dire que finalement, cette notion de capitalisation, de la retraite par capitalisation, c'est cette génération qui va capitaliser pour sa propre retraite, elle ne va pas induire, en tout cas, empêcher les générations futures de financer leur propre retraite. Voilà. Donc ça, c'est une idée finalement qui nous paraît assez forte. Et une autre idée aussi, alors la possibilité de sortir en capital. Alors vous allez me dire, c'est quoi la durabilité là-dedans finalement? La possibilité de sortir en capital, qui est encouragée par la loi Pacte, répond à un besoin qui a évolué aujourd'hui finalement. La retraite, les revenus sont assurés par les régimes de base, et finalement, les besoins aujourd'hui, c'est des compléments de capitaux. Et ça, c'est quelque chose qui va être impossible à demander à un régime par répartition, parce que ce serait totalement ingérable. Et là, on voit bien que cette capacité, finalement, d'adapter un régime complémentaire, en tout cas un troisième niveau, à un besoin sans pénaliser les générations futures, c'est un dispositif qui, pour nous, répond finalement à cette vision de la durabilité qui est reprise dans la définition qu'on a reprise là. Donc ça, c'était un point qui nous paraissait important, en tout cas pour prendre un peu de recul sur tous ces calculs et toute cette réglementation qui s'impose à nous et sur lequel on va devoir de toute façon travailler. Et enfin, finalement, si on voit aussi de façon encore plus macro, finalement, la possibilité d'aller sur des investissements plus longs et l'encouragement, en tout cas, de la réglementation à aller vers des investissements sur des entreprises à impact, ça va en effet, en tout cas sur la durée, finalement, la durée d'investissement va permettre à ces entreprises d'avoir plus de chances d'atteindre leur seuil de rentabilité. Et c'est ça. Et alors là, on arrive finalement
à quelque chose, un aspect de circuit, qui est dire que finalement, on va pouvoir, les générations d'aujourd'hui vont pouvoir financer leur retraite en plaçant sur des actifs qui vont permettre aux générations futures de bénéficier d'un environnement. Alors, j'allais dire, c'est un petit peu caricatural, mais c'est un petit peu l'idée de dire, finalement, cette solidarité intergénérationnelle, elle n'est pas vue du tout comme on la voit aujourd'hui. Ça veut dire, la solidarité intergénérationnelle, c'est les actifs qui payent pour les retraités actuels. Mais en fait, dans cette perspective, en tout cas, on a un cycle où finalement, côté régime obligatoire, les actifs payent pour les retraités, mais les actifs d'aujourd'hui vont cotiser aussi pour les générations futures. Et voilà, donc en fait, ce qui nous a paru intéressant, c'est de se dire que finalement, les ORPS, et en tout cas tout ce qui est mis en place pour le développement de cette activité, concourt à créer finalement une activité durable. Et en fait, on est totalement dans la notion de durabilité sur ce secteur-là. Et donc, du coup, pour conclure, je vais laisser le mot de la fin à David. Sur la conclusion, je pense que ce que vient de dire Joséphine, et finalement, c'est la conclusion. Donc, notre conclusion porte sur cette notion de durabilité, sachant que pour le Congrès des actuaires, c'est entre parenthèses avec un S, donc la durabilité, c'est plusieurs axes, plusieurs dimensions. Mais déjà, je voudrais commencer tout simplement par le truc basique ou le commencement. L'assurance est une activité éminemment durable. Je rappelle qu'un ORPS reste un organisme d'assurance. Pourquoi ? Parce que c'est une activité avec un cycle économique inversé. C'est-à-dire que nous recevons le prix et nous assurons la prestation plus tard. C'est pour ça que nous avons un régulateur qui s'assure de notre durabilité. La durabilité, nous pourrions aussi l'exprimer ainsi, c'est la résilience dans le temps. Une fois qu'on a dit ça pour l'assurance, c'est que pour la retraite, c'est encore plus vrai. Parce que ce décalage entre la prime reçue et la prestation, il est encore plus long. C'est-à-dire que normalement, un contrat retraite, ça vous suit. Alors tout dépend à quel âge vous l'avez souscrit, à quel âge vous avez été éveillé à la nécessité de préparer sa retraite le plus tôt possible, mais ça peut vous accompagner, un contrat retraite, facilement une quarantaine d'années. Donc vous voyez que sur 40 ans, il faut tenir, j'ai envie de dire, le choc. Il faut être durable, résilient. Donc la retraite est une des activités d'assurance qui se doit d'être la plus durable possible par rapport à sans doute d'autres lignes d'activité d'assurance. En plus, on voit que quand c'est dans un FRPS, les caractéristiques du FRPS favorisent justement cette résilience, cette durabilité. Et donc, ce que nous voyons, c'est qu'en fait, le FRPS, je rappelle que c'est le RPS, c'est retraite professionnelle supplémentaire. Donc en France, c'est le 3e étage qui est facultatif par rapport au régime obligatoire. Eh bien, notamment, un des atouts du FRPS, c'est de pouvoir justement investir dans des actifs de diversification qui génèrent de la rentabilité à long terme et donc qui, d'une certaine manière, donnent du pouvoir d'achat aux contrats des assurés, tant sur la partie différée que pendant le service de la rente. Et le fait d'investir dans des actifs de long terme, c'est pour préparer les diverses transitions, notamment la transition écologique, mais aussi toutes les transitions qui sont devant nous, comme par exemple tous les défis sociaux qui sont devant nous. Et donc, on pourra de plus en plus investir dans des entreprises, dans des programmes comme les infrastructures qui ont de l'impact. Et donc, plus on investit dans pour préparer le futur, plus nous générons
des emplois. Qui dit emploi dit cotisation retraite obligatoire, Agir Carco. Donc, non seulement avec le FRPS, eh bien, les assureurs seront beaucoup plus enclins à proposer des produits de retraite pour faire ce troisième pilier de plus en plus important, qui permet de se dire que s'il y a un taux de remplacement plus faible sur les 2 premiers piliers obligatoires, eh bien, on aura quand même une préservation d'un niveau de remplacement au moment de la retraite assez plutôt meilleur par rapport à une activité avec les revenus d'une activité professionnelle. Et donc, vous voyez bien que tout ceci, d'une certaine manière, c'est l'engrenage d'un cercle vertueux. Donc, pour le dire autrement, et on l'a bien vu, hein, plus on parle de réforme de retraite au sens régime obligatoire, plus les personnes sont sensibilisées au fait qu'il faut soi-même préparer sa propre retraite à travers son entreprise ou soi-même à titre individuel, mais qu'en faisant ça, non seulement on solidifie un troisième étage, mais on apporte indirectement, mais on consolide les régimes dits de répartition. Donc, d'une certaine manière, avec ce troisième étage qui est de la capitalisation, on voit que ça peut, par dérivation, par effet indirect, consolider aussi ces régimes obligatoires qui ont tant fait débat ces dernières semaines. Donc, voilà cette conclusion que nous voulions faire sur la durabilité, pour dire que finalement, répartition et capitalisation ne sont pas antinomiques, ne sont pas des ennemis, mais que si nous, les groupes, nous les pilotons bien sous tous les angles, chacun de leur côté, eh bien, il y a une sorte d'auto-entretien de tout ça qui fait que nous pourrons avoir au global une espérance de niveau de retraite pour tous les Français de plus en plus solide et avec un niveau, on va dire, acceptable, ou en tous les cas, qui ne décline pas. Voilà. Ben, écoutez, nous vous remercions pour votre attention. Et si vous aviez quelques questions, nous serions très heureux de pouvoir y répondre, même s'il est 17h30, mais nous pouvons faire durable sans problème. J'en ai plusieurs, mais d'abord une petite question idiote. Il n'y a jamais de cantonnement, de faux cantonnement dans ces fonds, dans ces retraites-là? Qu'est-ce que vous appelez des faux? Des entreprises qui ont une gestion particulière, financière, oui. Enfin, on appelait ça dans le temps où je m'occupais de collectif, ça s'appelait des faux cantonnements. Mais alors, oui. Non, moi, j'appellerais ça plutôt des cantons dédiés. C'est pas des cantons. Enfin, le canton, c'est le 441. C'est un vrai canton. Non, mais quand je dis... Alors après, tout et c'est pour ça qu'on appelle ça faux cantonnement. Enfin bref, est-ce que ça existe dans ce truc-là? Je vais prendre l'exemple d'un FRPS que je connais très bien. Je ne le citerai pas, mais je le connais très bien. Vous avez des L441, des PER, la comptabilité auxiliaire d'affectation. Vous avez un portefeuille où on peut mutualiser des produits comme les PER, individuels, avec d'autres produits qui, dans les conditions générales, notamment au niveau de la clause de PB, on ne fait pas à la référence d'un portefeuille financier. En clair, ils étaient dans les fonds propres de la société d'assurance, d'accord, la gestion financière. Et puis après, vous avez le troisième cas qui, je pense, correspond à votre notion de faux canton. Par exemple, un grand compte qui représente une surface de portefeuille relativement large, entre quelques dizaines de millions, voire centaines de millions, et un grand compte corporate qui souhaite une gestion financière spécifique pour le compte du régime des salariés. Et donc, de ce fait-là, d'un point de vue contractuel et d'un point de vue opérationnel de la gestion financière, eh bien, nous constituons en effet un portefeuille financier, donc d'actifs financiers dédiés. C'est-à-dire que c'est que pour ce client-là. Et donc, naturellement, nous respectons nos engagements avec nos clients.
avec nos souscripteurs. Et donc, quand nous les avons transférés, ces portefeuilles-là, bien évidemment, ils se sont retrouvés dans la même situation qu'avant en termes de cantonnement ou alors de gestion analytique de leur portefeuille. D'accord. Alors, sinon, votre analyse est intéressante, mais c'est en fait la gestion long terme qui est favorable à l'économie d'une manière générale. Donc, et à cet égard, la sortie en capital qui est demandée beaucoup par les individus, et donc je ne critique pas le fait qu'elle ait été mise dans les textes, mais elle raccourcit sacrément la durée quand même. Et en plus, avec des gens qui vont vieillir, qui vont perdre une partie de leur capacité et qui ne vont pas forcément bien gérer ce capital, si on demande la sortie en capital, à un moment où peut-être que les retraites par répartition seront plus faibles. Donc est-ce bien raisonnable de pouvoir tout racheter, je crois, en capital, hein? Oui, Et vous avez quand même, au bout d'un moment, surtout si vous avez une clientèle qui commence à prendre sa retraite dans les portefeuilles qui ont été rapatriés, vous avez quand même un risque de rachat. Alors, moi je pense, Joséphine et Mathieu pourront peut-être aussi donner leur point de vue, mais je pense qu'ici vous lancez le débat plus du PER que d'un ORPS, parce que finalement, dans l'ORPS, nous avons fait que recueillir le PER tel qu'il a été construit et pensé par la loi Pacte. Après, moi je vais vous dire, ce que vous me dites me parle bien évidemment. Après, pourquoi ça a été fait par le législateur, c'est qu'on sait très bien que les Français, depuis des décennies et depuis tout le temps, dans les freins pour faire leur propre retraite à titre individuel et donc à titre volontaire, leur principal frein, c'était cette aversion à la notion de produit tunnel. Et donc, en libérant, je dirais, cette contrainte de tunnel, eh bien, les Français se sentent plus à l'aise pour souscrire. Alors, nécessairement, par rapport à un produit tunnel, on aura nécessairement plus de rachats. Et ça se voit déjà sur des portefeuilles de Perrin, c'est très clair. Voilà, c'est très clair, mais alors, je ne sais pas si c'est un pari, hein, on se projette très loin, on sait pas, là on voit déjà quelques effets, mais on peut se dire que quand même, si les Français s'engouffrent de plus en plus sur une retraite à titre volontaire, certes, ils voudront, donc déjà ça va booster l'encours de leur contrat, et donc peut-être qu'au moment de la retraite, certes, ils vont racheter, mais pas totalement. Et le fait de pouvoir racheter, c'est comme l'a souligné Joséphine, certes c'est bien d'avoir une rente, mais au moment de la retraite, notamment quand on n'a pas pu épargner parce qu'on a eu des hauts revenus et on s'est déjà constitué un gros patrimoine, peut-être que ce qu'on a mis un peu sur notre contrat de retraite, on aimerait quand même l'utiliser pour financer un projet qu'on veut qu'il soit disponible le lendemain du départ en retraite. Voilà. Oui, mais qui... Enfin, oui, mais c'est ce que je disais. Non, pas trop sur la retraite. Pas trop sur la retraite. Il y a vraiment des sorties exceptionnelles dans des cas très particuliers, ça oui. Mais des rachats, comme on pourrait en voir en assurance vie, il y en a quand même beaucoup moins. Voilà. Le taux de rachat sur l'épargne salariale, des choses comme ça, il y a même des moments où les pouvoirs publics encouragent à aller piocher dans son épargne salariale pour arrondir les fins de mois. Mais sur la retraite, un peu moins. Alors, par contre, ce qu'on constate aussi sur les premiers retours, après, on ne sait pas ce que va donner la suite, c'est que finalement, les gens, ceux qui commencent à sortir, prennent beaucoup d'annuités garanties. Parce qu'en fait, c'est pas seulement le fait d'être dans un tunnel, etc. Ce qui fait peur, c'est cette notion je cotise à perte.
Et donc, quelque chose qui fonctionne très bien en ce moment, c'est les annuités garanties. Voilà. Et donc, on voit que beaucoup liquident en rente avec annuité garantie de 10 ans, 15 ans. Et là, au moins, ils se disent, ouf, c'est quand même pas si à perte que ça. Voilà. Alors, ça dépend des, alors là, ça dépend des contrats. Non, il n'y a pas d'option gratuite, mais en tout cas, alors quand c'est des capitaux convertis en rente, il y a, en fait, c'est des calculs actuariels aujourd'hui qu'on fait. Hein, donc, vous allez avoir selon les âges de liquidation. En tout cas, cette durée garantie, alors beaucoup vont jusqu'à 20 ans. Donc, quelque part, quand on va déjà sur des annuités garanties sur 20 ans, il y a déjà cette impression d'être moins dans une cotisation à perte. C'est un petit peu ça aussi qui fait peur aux individus. Voilà. Et il y a aussi cette capacité de faire des rachats partiels programmés. Alors, qui sont finalement des rachats, mais vous voyez, ils ne font pas une sortie en une fois, ils font une sortie sur 10 ans. Pareil, parce qu'au moins, ces rachats partiels programmés, il y a de la succession laissée. Voilà. Donc, c'est vraiment cette inquiétude. C'est aussi psychologique. Hein. Oui, le mot rente est négatif, alors que des rachats partiels, c'est bien. Ben oui, non, mais c'est très important, ça. Non, mais bien évidemment. Après, c'est pas le produit classique de retraite comme on pourrait l'imaginer, c'est-à-dire full dédié retraite. Après, c'est plus un débat presque politique ou voire même sociologique. Et je pense qu'on est plus sur un sujet à proprement parler actuariel. C'est qu'il faut quand même que les produits, à la fin des fins, ils fassent envie. Il faut qu'ils soient souscrits. Si c'est pour faire des produits mais que personne ne les prend, au final, on répond aux besoins de personne et puis surtout, on ne répond pas à la problématique du financement des retraites. Et puis, par cercle vertueux, comme on a tenté de l'expliquer, aussi de conforter par tout un mécanisme, c'est presque du ruissellement, j'ai presque envie de vous dire, où on apporte des cotisations pour les régimes obligatoires. Donc, oui, alors après, on ne sait pas aussi non plus comment ça va se passer, même si on constate déjà, et on sait qu'il y a des assureurs qui sont très vigilants dans leur ORPS sur justement ce sujet des rachats. Voilà. Alors après, ça dépend des assureurs, parce que c'est toujours pareil. Il y en a, ils peuvent avoir que ce type de contrat dans leur entité juridique, auquel cas c'est une problématique majeure. D'autres, beaucoup moins, parce qu'à côté de PER, où il y a ces facultés de rachat qui restent quand même très bornées, eh bien, ils ont d'autres produits plus classiques et qui fonctionnent. Voilà, donc, écoutez, je pense que le sujet, il est avant tout, je pense, politique et d'ordre sociologique pour faire que tout un chacun se dise, alors je n'ai pas parlé de la fiscalité à l'entrée, mais qui est quand même aussi un point très clair, même si certains vont tout de suite me dire que dès que à la sortie on retombe dans la fiscalisation de la rente, bon après il y a un truc tout simple, c'est au lieu de liquider sa rente le lendemain de votre départ en retraite, si vous vous dites que vous avez encore un peu le temps, vous le liquidez 2 ans plus tard, en se disant que vos revenus durant ces 2 ans auront baissé mécaniquement. Bon, après, il y a des situations particulières parce qu'il y a des gens qui ont d'autres revenus, mais un salarié lambda, et au bout de 2 ans, il n'aura plus le même taux marginal d'imposition, et donc là, ça vaudra le coup qu'il sorte de son produit en rente. Merci beaucoup. J'avais une question. Simon Claverie de Josiassi. Donc, je travaille pour des grands groupes français, effectivement, qui sont équipés en PER. Et ils ont eu honnêtement beaucoup de mal à comprendre les atouts pour eux de ce passage de assureur à FRPS. Et la question qui revient souvent, c'est est-ce que du coup, comme ça va coûter moins cher aux assureurs en fonds propres, est-ce que on va pouvoir avoir des frais qui vont diminuer? Quelle est votre réaction par rapport à ça? Il y a des gens de ma maison dans la salle qui connaissent très bien le FRPS et qui travaillent soit au moment du projet et encore maintenant en tant que fonction clé. Donc je vais essayer d'avoir une réponse, qui fait que presque
pas de Normand, mais je ne peux pas dire les détails de comment ça s'est passé sur tel ou tel contrat, ou ce qui ne s'est pas passé d'ailleurs. Mais bien évidemment, il y a un réflexe des grands souscripteurs de dire, bah, si ça vous coûte moins cher au capital, bah, déjà, soit baisser les frais ou augmenter nos commissions. Clairement, si on essaie de mettre des produits de retraite dans quelque chose qui est plus durable, parce que c'est quand même ça l'objectif. Comme l'a dit Joséphine, la durabilité, tous les enjeux de durabilité, ce n'est pas qu'une question de finance, au sens, moi, qu'est-ce que je en retire là-dedans? Et donc, bien évidemment, il y a eu des réflexes de souscripteurs en nous disant, nous, on essaie de dire plutôt qu'avant, c'était vraiment peu pénalisant, et que maintenant, ça l'est beaucoup moins, voire pas plus du tout, mais il y a toujours des exigences. Puis surtout, c'est que ce qu'on peut... Alors, ce n'est pas une promesse, mais ce qu'on peut leur dire, c'est qu'avec un RPS, on va aller chercher du rendement. Et ce rendement, ça va être bon pour l'équilibre du régime, ça va être bon pour garantir les commissions, ça va être bon surtout pour faire des taux de revalo qui, normalement, seront plus élevés que ce qu'ils auraient été dans un univers solvabilité 2. Donc, c'est plutôt ce discours-là qu'il faut avoir qu'une vision, pas court terme, mais très pécuniaire des choses par rapport à ses propres intérêts, quelle que soit la partie prenante, en se disant ah ben là, si vous avez moins de capital, moi, combien je peux avoir de plus? N'oublions jamais qu'à la fin des fins, c'est l'assuré qui peut être, ça peut être le client du courtier, ça peut être l'employé du souscripteur qui devrait quand même bénéficier d'un contrat beaucoup plus attractif dès lors qu'il est dans un RP. Je rebondis sur ce que disait David là. En fait, on a quand même 15 ans sur les FRPS, enfin les ORPS, contrairement à l'assurance vie, pour redistribuer la PPV. Donc il y a quand même cette vision de dire ce qu'on remet là, c'est aussi pour assurer aussi, enfin voilà, des rendements futurs. Vous voyez, un lissage des rendements sur du plus long terme. C'est un très bon donc voilà, donc c'est un petit peu ça aussi. Donc Oui, bonjour, Sébastien Sétain de Crédit Agricole Assurance. J'avais une question. Vous lisiez en introduction, finalement, en fait, on avait un désavantage concurrentiel avec les hedge funds, parce qu'effectivement, les fonds de pension, tout à fait, voilà, c'est ça. Les fonds de pension, oui. Et par rapport à ça, ma question, c'est est-ce que les FRPS sont plus durables que les fonds de pension ou non? Enfin, parce que finalement, on tend d'un certain sens. Je ne suis pas un spécialiste des fonds de pension, clairement, mais je vois à peu près comment ça fonctionne. Pour moi, un fonds de pension, à peu de choses près, il faut voir comment l'actif financier, est-ce qu'il est structuré ou pas, tout ça. Et un fonds de pension, pour moi, c'est à peu de choses près, ni plus ni moins qu'une unité de compte. Et qui porte le risque sur une unité de compte, c'est bien l'assuré final. Donc, nous, nos produits, vous regardez, que ce soit des L441, des PERP, des fonds euros, enfin tout ce que vous voulez, vous voyez à peu près la palette, il y a quand même un engagement assureur. On peut pas, c'est pas que la variation de marché qui dicte, un, votre valeur de rachat, deux, votre niveau de rente. Or, les fonds de pension, c'est quand même sain. Et donc, ce qui est encore d'autant plus dangereux, parce que bien souvent, là où les fonds de pension sont développés, c'est qu'il n'y a pas ces fameux régimes obligatoires les régimes obligatoires par répartition qui sont solidaires de façon intergénérationnelle. Donc, j'ai presque envie de vous dire quand même que le fonds de pension, c'est quelque chose qui est, par construction, plus dangereux. Je ne parle même pas de... vous voyez, je suis sur le produit. Je ne suis pas sur fonds de pension versus ORPS. Parce que n'oublions pas que l'ORPS, c'est très bien, mais il y a des produits derrière. Et donc, nos produits, globalement, il y a une garantie assureur. Les fonds de pension, je ne m'avance pas trop, je ne suis pas un spécialiste, mais pour moi, il n'y a aucune garantie de quelque nature que ce soit pour l'assuré qui a investi dans un fonds de pension.
sauf s'il y en a des particuliers où il y a des fonds structurés ou je ne sais quoi, des NTM, mais bon, faut regarder. Mais il faut, voilà, moi je pense qu'il faut plus regarder, parce qu'on a fait fonds de pension versus ORPS en termes de coût en capital ou pas, selon les cas, mais quand vous me posez votre question, moi je vous réponds plutôt produit. Et produit, il y a d'un côté, il n'y a pas de garantie, pour faire simple, le fonds de pension, et de l'autre côté, il y a les produits, on va dire, sur le marché français. Hein, je ne connais pas les produits de tous les marchés européens, mais où là, il y a de la garantie. Oui, bonjour, moi c'est Zana Ouattara d'AXA. Moi j'avais une question pour vous sur la partie réassurance. Est-ce qu'on sait aujourd'hui s'il y a des raisons du législateur de plafonner en fait la réassurance des FRPS à 15%? Est-ce qu'il y a une volonté? Est-ce qu'il y a une volonté? Est-ce qu'il y a une raison derrière cela? Je dis, est-ce que c'est juste une volonté du législateur ou est-ce qu'il y a des raisons sous-jacentes qui motivent ce taux? Alors moi je suis encore récent sur le FRPS, même s'il m'a fait travailler ces dernières années beaucoup. Mais pour moi, le sujet, c'est pas une volonté du législateur. C'est un sujet, c'est que sur le pilier 1, on revient à Solva 1. Or, il se trouve qu'en Solva 1, il y a une limite à la reconnaissance de la réassurance. Donc du coup, on l'applique. Je ne pense pas que... Alors, dans les groupes de stakeholders au niveau européen, ça a lieu de discuter. Mais il y a un moment, je pense que ce qui a été dû se dire, c'est que déjà le FRPS... le FRPS apporte beaucoup. On ne va pas faire peut-être une exception sur la réassurance. Et puis, après, en S2, en effet, on sait que si on est rassuré à 100%, globalement, on a quasiment plus de SCR. Je dis quasiment parce qu'il y a toujours des risques opérationnels, des choses comme ça se produisent. Mais pour avoir fait le dossier de CNP, quand vous discutez de toute façon avec la CPR, ils vous disent... peu importe le rassureur, moi, celui qui porte les engagements vis-à-vis de l'assuré, c'est l'assureur. C'est pas le réassureur. Donc, voilà. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un sujet de volonté. C'est un effet mécanique de retour à solvabilité 1 pour le pilier 1. Après, c'est ce que j'ai dit, c'est le principal désavantage que je vois, on va dire, pour les ORPS. Dès lors que vous cédez beaucoup, vous avez des cotes-parts de cession importantes. Et donc, après, faut voir comment on peut adresser ce point. Mais si vous partez d'un portefeuille, d'un ORPS où vous avez des contrats fortement réassurés et qu'au fil du temps, vous arrivez à moins les rassurer, là, vous avez encore un levier supplémentaire en termes de solva et de gain en capital, c'est clair et net. Je vous remercie. J'avais une dernière question encore sur l'impact en fait de ce transfert des fonds euros vers le FRPS. Est-ce qu'aujourd'hui on a une idée de quels ont été les impacts de ce transfert-là sur les autres fonds? Parce qu'en début de votre présentation, vous disiez que on a eu pas mal de PM sur la partie euro qui ont été transférés sur le FRPS. Mais du coup, on a une pondération des UC euros sur les autres fonds qui sont beaucoup plus importantes. Est-ce que ce n'est pas un effet dilué? Est-ce que ce n'est pas le fait de transférer aujourd'hui la part UC des autres fonds vers le FRPS qui en fait fait remonter de façon systémique la part UC sur ces autres fonds? Alors, moi, je ne sais pas exactement, parce que dans ce qui a été présenté, il y a des stratégies qui sont propres à chaque acteur. Alors, ceux qui étaient mono-retraite, eux, il ne faut jamais oublier qu'ils sont transformés en FRPS. Ils n'ont pas fait de transfert. Donc, globalement, pour faire simple, tout était éligible dans ce qu'ils avaient dans leur bilan et ils se sont retrouvés du jour au lendemain de Solva 2 à ORPS. Et en plus,
quand c'est des acteurs monoline comme ça, généralement, c'est des acteurs anciens. Je pense à une mutuelle que j'ai en tête. Les mutuelles, on sait très bien qu'elles ont accumulé des fonds propres au fil du temps et que déjà, même en solvabilité 2, elles avaient déjà un taux de couverture très fort, ce qu'elles retrouvent forcément dans un RPS. Après, sur les autres qui ont créé leur FRPS par transfert de portefeuille et non pas par transformation de l'entité juridique, je pense qu'il y a beaucoup. Je vois quelqu'un, il y a du Crédit Agricole. Déjà, il faut regarder ce que vous avez au départ. On n'a pas toute la même histoire. Nous, si je prends CNP Assurance, sur le marché de l'épargne retraite, ça fait longtemps que nous y sommes avec notamment un contrat phare qui fait parler beaucoup à chaque fois, qui est par exemple Préfonds. Enfin, je veux dire, c'est dans le SFCR, donc je peux en parler très, très tranquillement. Je vais bientôt arrêter. Donc, ça dépend. Et puis, ça dépend aussi du niveau de fonds propres que vous voulez mettre. Enfin, il y a quand même, en clair, pour résumer, et pour ne pas parler trop, parce que le temps est déjà largement dépassé, ça dépend de l'historique de portefeuille des acteurs qui ont fait des transferts et de leur stratégie, notamment de capitalisation. Écoutez, merci à tous de votre attention. Et bonne soirée et bonne fin de congrès. Merci.